Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui, mes très chers enchanteurs, merveilleuse musique. Et oui, je suis perturbée. Cette chanson m'a perturbée en fait. Donc il est 10h23 et vous venez d'écouter un morceau magnifique qui s'appelle Ceridwen. Et à chaque fois que je l'écoute, je suis, je sais pas pourquoi, je suis transcendée. Et donc là, je ne suis pas toute seule. Non, non, non. Vous l'attendiez depuis un moment. C'est notre très cher Yabi Youm. Ça va ma pupus ? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Coucou ma petite Alina, ça va? Oui, et toi ? Oui, très bien, très bien, très bien. Impeccable, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ah bah Est-ce que tu c'est m'entends réciproque. bien? Oui, je t'entends. C'est pas trop fort, c'est pas trop, parce que là j'ai un peu tout tripoté mon micro, alors Non, non, ça c'est va. bon? Non, ça Bon. va. Je t'entends bien de l'autre côté de la platine. Les enchanteurs ont hâte de te retrouver, d'écouter ta Oh, jolie c'est chronique. trop gentil ça. Ah ouais, on a Mandralol qui est dit ça fait trop plaisir de retrouver Abiyum. Oh, Dralol, Ouais. super, j'ai pensé à lui l'autre jour. Ah là là, T'as vu mais les c'est amis de Cynès, magnifique. les amis de Cynès sur Fantasia. C'est beau. Oh là là, ah ouais, vraiment, ça fait plaisir, quoi. C'est clair. Hmm. Alors, bon, ce début d'année, parce qu'on n'a pas eu en début d'année, donc j'espère que tout va bien. Oui, déjà, je voulais présenter tous mes vœux donc à tous les enchanteurs. Leur souhaiter d'abord la santé, parce que ça, c'est le plus important de tout. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et puis, beaucoup de bonheur, bien entendu. Voilà, et que le meilleur vienne à eux. Et puis, beaucoup de magie, bien sûr. Oui, c'est important. Ah oui. Surtout la santé et l'amour, hein. Ça, c'est vraiment les choses qui prévalent surtout, je dirais. C'est clair. Mm. Alors ce matin, on va avoir l'immense bonheur de t'avoir pendant 1 heure avec nous. Oui. Ah ouais. Et ce temps en fait d'antenne va être divisé en deux, puisque tu nous Oui. as préparé 2 chroniques. Bah oui, du coup. Et oui, du coup. Comme Torquay Chounet, il n'est pas là. Bon, bonsoir à lui en tout cas, à Torquinet. Vraiment. Oui. Ah oui. Et donc dans la première partie de ta chronique, donc tu vas nous parler comment préparer des potions et des breuvages pour notre pratique magique. C'est ça. On fera une toute petite pause musicale. Oui, bien sûr. Comme ça divisera bien la session en deux. Ouais, voilà. Oui, parce que le deuxième sujet, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, Voilà, mais en même temps, il est beau aussi, le deuxième sujet. C'est les différentes images des sorcières dans les contes des frères Grimm. Ouais. Oui. Ah là là, arrête, tu me parles de ça, ça y est, je suis émerveillée. Ça sera parcouru. Hein, ça va. J'ai pas le temps de m'étendre trop, mais c'est vrai que moi j'adore les contes de fées, donc voilà. Mais le sujet de la sorcière dans les contes de fées, c'est quand même prédominant. Hein. Voilà, on verra, mais voilà. C'est clair. Et surtout quand on s'intéresse Ça à la nous faïence aussi. Hein, ouais. ça fait partie du packaging, comment va-t-on dire. Mais voilà. Bah écoute, on va commencer la jolie chronique, ma pupus. C'est parti. Oui. Allez, Oui. hop. Poussière Donc, d'étoiles. voilà. Alors, t'hésites pas à m'interrompre si tu as des questions. Hein. Pas de problème. Hein, voilà. Donc, oui, je vais faire une petite révision parce que je sais pas si j'en avais parlé de ça, des potions. Enfin, j'en parle avec mes élèves, mais je sais pas si j'avais fait un truc là-dessus. Je m'aurais peut-être une petite chronique sur YouTube et encore, je suis pas sûre. Mais voilà, comment préparer des potions, des breuvages pour la pratique magique, parce que les potions, malgré tout, on en utilise assez fréquemment. Hein. Par contre, c'est vrai que je dirais les magiciens, les sorcières débutantes ont peut-être de l'hésitation à recourir à ce type de magie, je dirais. Je le vois par rapport à mes élèves parce que beaucoup la jugent complexe. Et ils n'ont pas tort, hein, quelque part, comparé à d'autres sorts. Parce que c'est vrai que se lancer dans des préparations, ça peut sembler fastidieux, parce qu'il y a quand même de la préparation, tout ça, compliqué, et disons-le franchement, dangereux. Quand on se lance à l'aveuglette, quand on n'y connaît rien, et puis c'est vite fait de faire des erreurs, quoi, quand on ne sait pas trop quel est le processus à adopter. Quels sont les dangers à éviter, quoi. Alors, loin de vous décourager, hein, je tiens à vous dire quand même qu'après moult recherches et surtout de nombreuses
expérimentation personnelle, j'ai réalisé que créer des potions magiques, c'est en réalité bien plutôt simple finalement, et que si elles sont bien utilisées, elles constituent quand même une méthode très efficace pour toutes les formes de magie. Excusez-moi parce que j'ai je tousse encore un petit peu, même si ça va beaucoup mieux. Mais bon, j'ai eu une toux qui était très tenace, donc c'est pas très agréable, mais bon, je suis désolée. Alors, si vous souhaitez donc intégrer la fabrication de potions à votre pratique magique, parce que c'est pas obligatoire après tout, hein, mais que vous ne savez pas par où commencer, j'espère au moins que cette chronique va vous y aider, va vous être utile. Donc, je vais essayer de vous faire le topo de ce que vous devez savoir pour débuter avec les potions. Donc, on commence par le début. Hein, comment faire une potion? Qu'est-ce qu'une potion? Voilà. Donc, une potion, en fait, c'est une préparation liquide qui est créée dans un but magique. Enfin, liquide ou semi-liquide, hein, ça peut être, mais enfin, je veux dire qu'il fait rentrer des liquides dans sa composition. Parce que ça peut être aussi, bon, bien sûr, des tisanes, des décoctions, des infusions, des teintures mères, des potions avec d'autres, on le verra, il écrit tout ça, voilà. Mais ça peut être aussi des baumes, des onguents, des élixirs. Ça fait aussi partie des potions, la préparation d'onguents et de baumes. Donc là, on n'est plus dans le liquide, on est dans le semi-solide, mais malgré tout, cette forme de magie fait partie des potions. Et là, onguents et baumes, on les retrouve souvent en magie de guérison, hein, pour guérir des choses, les teintures mères aussi d'ailleurs. Alors bien qu'une potion dite traditionnelle soit généralement destinée à être bue ou appliquée localement, je veux dire ça, c'est plutôt quand je dis ça, c'est la vision que beaucoup de gens ont par rapport aux potions. Elle trouve aussi de nombreuses autres applications, comme par exemple l'onction de nos outils magiques, les bougies, les baguettes, les talismans. Aussi parfois, ça je le fais souvent moi, certaines parties de la maison, d'un véhicule, d'une partie extérieure aussi de chez vous, de l'environnement. Elles trouvent aussi leur place dans la divination. Pourquoi? Parce qu'on peut fabriquer des potions qui nous aident à être davantage connectés à notre spiritualité, à nos anges, aux guides spirituels, aux dieux et déesses, mais aussi pour nous protéger avant une séance de divination, par exemple, ou pendant la séance, etc., etc. Et également, bien sûr, dans pratiquement toutes les autres formes de magie. Alors, les potions, elles vont tirer leur pouvoir du rituel que nous allons accomplir, bien entendu, avant, pendant ou après leur préparation, mais aussi du symbolisme et de la composition des ingrédients que vous allez choisir, ainsi que de la force de votre esprit, bien sûr, c'est-à-dire de votre intention, de l'intention que vous allez mettre dedans, parce que vous allez beau avoir les bons ingrédients, faire le rituel, tout comme il faut. Si vous n'avez pas en vous la ferme intention et la confiance qui fait que, parce que c'est ça c'est l'ingrédient magique, hein, qui fait que ça va vraiment donner l'allumage de la potion comme dans un moteur, hein, voilà, finalement, c'est la bougie d'allumage qui provoque l'explosion du moteur. Là, c'est pareil. Si votre bougie d'allumage n'est pas assez forte, ça ne marchera pas. Et dernièrement, eh bien, ça va dépendre aussi des guides avec lesquels vous allez travailler, parce que on n'est jamais assez prudent, on n'est jamais assez conscient qu'en tant qu'humain, nous sommes
je veux dire, nous ne sommes pas tout puissants et que nous commettons beaucoup d'erreurs hein, par notre manque de bon jugement et voilà, et qu'en faisant toujours en invoquant des guides de lumière, peu importe lesquels, hein, ceux avec lesquels vous êtes familiers, avant de commencer votre préparation, eh bien, ça va quand même, je veux dire, aider grandement à ce que cette potion soit, je veux dire, faite dans les meilleures conditions possibles pour que ça soit enfin le plus efficace possible, je veux dire, et surtout sans danger, quoi. Parce que si vous travaillez avec vos guides, à un moment ou à un autre, si vous faites une erreur, enfin, condition que vous soyez vraiment connecté à l'instant présent et à ce que vous faites, parce que si vous regardez TikTok en même temps, c'est sûr que ça marche pas. Mais si vous êtes vraiment connecté et que vos guides voient que vous vous faites quelque chose qu'il faut pas, ils vont vous envoyer un signe à travers votre émotion, votre corps, pour vous dire stop là, tu fais une bêtise, reprends-toi, regarde ce que tu fais. Donc c'est très important. Moi, je sais qu'il y a certains baumes de guérison que je n'ai pas la recette, je n'ai jamais pu noter la recette dans mes grimoires parce que mes guides me la dictent et je l'adapte à chaque personne différente quand je la prépare. Parce qu'on est tous différents et voilà. Malgré que ce soit pour le même résultat, ben je sais que les ingrédients vont changer même imperceptiblement au niveau des quantités, suivant la personne pour qui je le prépare. Et donc, j'écoute simplement ce que me disent mes guides. Je suis mes guides à travers mon intuition. Donc, comme pour d'autres pratiques de sorcellerie, il existe une grande liberté d'expérimentation et de personnalisation des recettes afin qu'elles correspondent à votre intention. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'il va falloir payer de votre personne pour les expérimenter avant de les tenter sur d'autres. Hein. Alors, ce qui est génial, pardon? Et suivant les potions, en fait, ça se tente au moment où on doit les mettre ou tu as des petits tips à ce niveau-là? Alors, en général, oui. On respecte toujours ce timing pour expérimenter. Hein. Même si, moi, j'expérimente toujours ce que je fais. C'est ça, j'arrête pas de le répéter parce que je vais pas faire à autrui ce que je voudrais pas qu'on me fasse à toi, qu'on me fasse pas à moi. Quoi. Je veux dire, voilà, je vais pas mettre les autres en danger, même si c'est ou qu'une potion ne fonctionne pas. Voilà, bon. Donc, ce que je fais, oui, après, je regarde suivant le cycle lunaire, suivant tu vois, voilà, tu vois ce qui va convenir le mieux pour l'essayer sur moi, forcément. Puisqu'après, je vais pouvoir dire aux gens, voilà, ça fonctionne mieux en telle période, je l'ai testé. Effectivement, c'est approuvé que, par exemple, une lotion qui va servir pour nous purifier, nous libérer de certaines choses, va mieux fonctionner en lune décroissante, tu vois, par exemple. Oui. D'accord. Tu vois, donc il faut le tester pour ça. Tu expérimentes en nouvelle lune, tu expérimentes en machin, et tu expérimentes en lune noire ou en lune décroissante, voilà, et tu vois bien où ça marche le mieux, quoi. C'est-à-dire que l'expérimentation, elle dure sur un cycle de lunaire, parfois un peu plus. Suivant voilà, tu vois, suivant ce que tu choisis, voilà. Mais ce qui est génial, c'est qu'on va travailler avec donc c'est pour ça que ça me plaît autant, c'est qu'on travaille avec tous les éléments pour préparer une potion. On a la terre, le feu, l'air et l'eau dans la préparation. Donc c'est ce qui est important aussi avant de commencer à créer la potion, c'est de prendre conscience de chaque élément qui va rentrer dans la composition et de les remercier avant, pendant et après, parce que n'oubliez pas que quand même vous êtes composé vous-même des 4 éléments, et que toute chose matérielle sur cette terre est composée des 4 éléments. On a pu voir cette semaine notamment que les éléments, faut pas blaguer avec eux parce qu'on n'est rien face à eux et que les respecter, ça fait partie du jeu. Hein. C'est un minimum. Hein. C'est un minimum, on va dire. C'est bien que les gens en prennent quand même conscience maintenant, hein, avant que déjà là, ça va loin, donc faut se réveiller là un peu. Hein. Donc l'élément feu, lui, va servir à chauffer la potion ou à l'infuser si par exemple on n'a pas besoin de la chauffer.
L'élément eau va se trouver dans le liquide de base, forcément. Ça peut être l'eau pure, ça peut être du vin, ça peut être... voilà. L'élément air peut être représenté par la fumée, enfin la fumée, vous voyez l'air que dégage la source de chaleur, ou l'encens utilisé pour purifier, charger les ingrédients, ou la vapeur que la potion va dégager elle-même, mais aussi et surtout par la forme pensée qui en a été la base, puisque la pensée appartient à l'élément air. Et l'élémentaire, bien sûr, va intervenir avec les herbes, les huiles, les cristaux, etc., que l'on va choisir d'utiliser dans la potion. C'est bon là? Pour tout le monde, ça va? Je vais pas trop vite? Ah non, très bien. C'est très très bien. On t'écoute, on est tout oui, ma très chère Yabi. Bon, alors, l'étape 1, maintenant on a parlé de la potion, ce qu'il y a une potion, patati patata. Maintenant, on va voir comment faire. Donc, la première étape que je suis moi, alors attendez, ça c'est non exhaustif aussi, hein. Vous me connaissez aussi maintenant, enfin pour ceux qui me connaissent pas encore, moi je n'impose rien. Ce que je vous donne là, c'est ma méthode que j'ai testée pendant des décennies, parce que je suis quand même pas une débutante. Pendant des décades, j'ai utilisé ces méthodes, je les ai testées, approuvées. Elles fonctionnent pour moi. Elles fonctionnent pour beaucoup de gens, je l'ai testé avec mes élèves. Mais après, si il y a quelque chose dans ce truc-là qui vous sentez que c'est pas bon, ça vous plaît pas, adaptez-le à ce qui va vous mettre à l'aise. Hein, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre. Vous adaptez à votre besoin, à votre ressenti. Surtout, c'est très important. Donc, premièrement, on va commencer par rassembler tout ce dont on a besoin. Donc, les outils de travail et les ingrédients. Alors, le chaudron est bien sûr l'ustensile le plus traditionnel pour la préparation de potions. Alors, on va privilégier un chaudron en fonte, de préférence, d'une contenance d'au moins 180 millilitres. Alors, moi, avant de trouver mon chaudron, je l'ai trouvé dans une brocante bien après que j'ai commencé à pratiquer ma magie. J'utilisais vous savez, comment ça s'appelle? Une cocotte en fonte, le creuset. Tu vois, j'adore. Ah ouais, mais c'est souvent ça en fait, hein, je remarque les premiers chaudrons. C'est les cocottes. Voilà, parce que c'est de la fonte. Donc ça, c'est bien parce que c'est vraiment conducteur. Ça reste une matière noble et c'est super facile à nettoyer. La fonte, c'est vraiment génial, quoi. Et on en trouve d'occasion pas cher du tout, hein, dans les recycleries, chez Emmaüs, tout ça. En brocante, vous pouvez en trouver il n'y a pas besoin que ce soit grand, hein, 180 millilitres, c'est pas grand, hein. Donc ça coûte pas très cher et vous pouvez vous procurer ça facilement. Bon, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de stress, hein. Vous prenez une casserole, un truc que vous allez dédier à cette fabrication, mais surtout, n'utilisez pas de matériel recouvert de téflon, hein, parce que c'est très toxique. Du moment ensuite que vous allez énergétiquement, purifier votre récipient avant de commencer, eh bien, peu importe finalement ce que c'est, quoi, qu'il soit sain, et voilà, que ce soit la cocotte, le chaudron, la casserole, vous le purifiez énergétiquement, voilà, et dans votre esprit, c'est un chaudron, et puis voilà, hein. Donc, également, évidemment, si vous prévoyez de chauffer la potion, eh ben, assurez-vous que le récipient utilisé va résister au feu, à la chaleur. Alors ensuite, moi, j'aime utiliser un atamé ou un couteau pour symboliser, parce que le chaudron, forcément, c'est le féminin, hein, le récipient. Donc, il nous faut le masculin, parce qu'on ne peut pas travailler en magie sans équilibrer non seulement les 4 éléments, mais également le masculin et le féminin sacré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de création possible sans les deux. Une femme ne peut pas faire d'enfant sans un homme ne peut pas faire d'enfant sans une femme, hein, si on parle concrètement. C'est pareil pour tout dans l'univers. S'il n'y a pas les deux pôles, ça ne marche pas. En magie, c'est pareil. Donc moi, j'utilise symboliquement un atamé, donc c'est un couteau, vous savez, à double tranchant, ou sinon n'importe quel couteau que vous réservez à un usage magique peut faire office d'atamé.
ou voilà, là on parle pas de prendre une baguette ou un truc, hein. C'est vraiment le symbole masculin, c'est important pour le rituel de la potion. Après, pour la touiller, pour tout ça, vous pouvez prendre une cuillère en bois, par exemple, ou en os. Mais il vous faut au moins plonger la tamée une fois et symboliquement vous représentez l'union du masculin et du féminin. Alors, vous pouvez trouver la tamée sur les brocantes aussi, hein, vide-grenier, tout ça, ou des boutiques spécialisées. Sinon, voilà, pour remuer, pour préparer la potion elle-même, la cuillère en bois ou en os, purifiée énergétiquement, vous sera utile, bien entendu. Et vous pouvez même, je veux dire, graver des symboles dessus. Ce sera une cuillère qui sera réservée à la préparation de vos potions. Ensuite, pour préparer les potions, il vous faudra généralement une source de chaleur, hein. Donc, tout dépend de ce que vous utilisez comme récipient. Parfois, vous pouvez utiliser juste une bougie chauffe-plat, un feu de camp, une plaque chauffante, une cuisinière, peu importe, hein. Ce qu'il faut, c'est choisir intelligemment la source de chaleur la plus adaptée au récipient que vous allez utiliser, ainsi qu'à la quantité de potions que vous souhaitez préparer. Donc, soyez bien sûr toujours très prudent quand vous manipulez l'élément feu. N'utilisez jamais une source de chaleur avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise non plus, ni en sécurité. Si c'est une potion que vous ne chauffez pas, il vous faudra quand même l'élément feu. Donc, vous la laisserez poser dans ces cas-là au soleil. Comment dire, même si le temps est couvert, mais je veux dire, vous la mettez dans la journée à l'extérieur pour que les rayons du soleil, même si vous les voyez pas, ils traversent quand même les nuages, hein, qui touchent votre potion. Voilà, pour avoir vraiment tous les éléments. Et bien sûr, pourquoi je parle de potions aussi qui ne sont pas chauffées, c'est que certaines plantes ne supportent pas d'être chauffée. Alors par exemple la sauge, elle est beaucoup plus efficace, que ce soit pour boire n'importe comment ou même pour les potions, si on la laisse infuser à froid. Vous voyez, il y a des plantes, de toute façon toutes les plantes infusent à froid, il n'y a pas de souci là-dessus. Le temps de macération est simplement plus long, donc ne vous inquiétez pas, si c'est une potion pour la maison, pour les trucs, vous n'êtes pas obligé de la faire chauffer si vous ne pouvez pas, vous pouvez infuser les plantes dedans à température ambiante. D'ailleurs, il y a même des tisanes que l'on ne prépare qu'à température ambiante sans faire chauffer les plantes, hein, voilà, parce que certaines plantes ne supportent pas la chauffe. Ensuite, il va vous falloir une passoire suffisamment fine pour séparer les ingrédients, donc une étamine aussi, hein, voilà. Un bocal en verre pour conserver la potion. Alors les bocaux Mason sont parfaits, on les trouve dans plusieurs tailles, ils résistent aux hautes basses températures, mais vous pouvez également recycler tous les bocaux en verre alimentaire, confiture, machin, enfin voilà quoi. Ensuite, on va avoir l'encens pour purifier l'espace, les outils, les ingrédients avant la préparation et lors de la préparation de la potion. Donc là, c'est ce que vous préférez, hein. Ça peut être la sauge, santal, menthe poivrée, lavande, l'oliban, peu importe, hein, voilà. Ajoutez ensuite un petit truc, une astuce, c'est ajouter une pincée ou deux de sel marin. C'est très bénéfique pour les potions grâce aux propriétés purifiantes, mais aussi d'ancrage et au pouvoir conservateur du sel. Donc, c'est particulièrement utile si vous ne prévoyez pas d'utiliser votre potion entière sur une seule journée. Alors, si vous souhaitez consommer et que, si vous mettez un peu de sel dedans, mais évidemment, n'en mettez pas trop, ça va être juste pour le symbolisme. Et évitez aussi de consommer trop de sel de roche, hein, par exemple sel d'Himalaya, qui est très toxique à consommer parce qu'il est plein de métaux très lourds, c'est un sel qu'on extrait de la terre, hein. Donc c'est pas bon pour la santé. Il faut pour la magie, oui, mais il faut pas l'ingurgiter parce que c'est plein de saloperies, hein. Donc voilà, privilégiez le sel de mer qui est pur, voilà. Par contre, le sel rose de Himalaya est très puissant pour la magie, donc vous pouvez l'utiliser dans des potions que vous n'allez pas boire. Vous n'avez pas, voilà. Alors, vous pouvez l'utiliser pour purifier, protéger, conserver une potion. Et bien sûr, le liquide de base qui va être le liquide initial de la potion.
Donc, tous les autres ingrédients seront rajoutés à ce liquide. Donc, choisissez-le avec soin et de bonne qualité. Donc, ça peut être de l'eau distillée, de source, de pluie, eau de mer, eau de rivière, infusée de cristaux, voilà. Évidemment, si c'est une potion que vous allez boire, hein, faites attention où vous prenez l'eau. Ça peut être du jus de fruits, de légumes. Vous choisissez le jus en fonction de la magie des couleurs ou des propriétés magiques associées aux fruits ou aux légumes. Ça peut être du vin rouge ou blanc, du cidre, d'autres boissons comme le lait d'amande, le café, le thé, le cidre, voilà. Ça peut être une huile naturelle neutre, hein, n'importe laquelle, hein, douce, olive, macadamia, bourrache, jojoba, avocat, huile de coco. Faites attention de choisir des huiles qui ne rancissent pas. Et ça, c'est très important. Après, on choisit les herbes. Hein, donc, voilà, deux questions se posent. Hein, lorsqu'on choisit les herbes, comment vais-je utiliser cette potion ? Si vous l'utilisez par voie topique, n'ajoutez que des ingrédients naturels qui ne seront pas nocifs pour votre peau. Si vous buvez la potion, des ingrédients purs et comestibles. Donc, renseignez-vous sur chaque plante, huile que vous ajoutez à la potion, parce que beaucoup de plantes sont toxiques, on le sait. Si vous cueillez vos plantes sauvages, assurez-vous de les identifier avec certitude et de les cueillir assez haut pour qu'ils ne soient pas souillés par des urines animales, parce qu'il y a quand même, ça c'est très très toxique. Cultivez vos propres plantes dans un jardin ou achetez-en dans un marché de producteurs sont des moyens plus sûrs quand même de connaître précisément les plantes que vous utilisez et tenez compte des allergies aussi. Hein. Donc, n'ingérez bien sûr aucune huile essentielle. N'utilisez les huiles essentielles par voie topique que si elles sont fortement diluées dans une huile végétale et compatibles pour être utilisées par voie cutanée et ensemble. Et attention aussi aux émanations de certaines plantes d'huile, peut être nocif. Donc, bref, pour résumer, prenez le temps de vous renseigner auprès de personnes compétentes et expérimentées. Évitez Internet, hein, tout ça, parce qu'on trouve tout et n'importe quoi. Allez voir des pharmaciens, allez voir des apothicaires, mais évitez quand même de vous renseigner parce que maintenant avec tout ce qu'on voit, tout le monde se prétend herboriste et tout, quand même essayez d'aller voir des gens qui sont vraiment compétents. Donc quel sera ensuite le deuxième paramètre, c'est quel va être le but magique de la potion. Donc utilisez des ingrédients qui vont soutenir bien sûr votre intention en fonction des associations magiques. Si vous par exemple préparez une potion pour accroître vos capacités magiques, eh bien vous pouvez utiliser de l'eau infusée de l'énergie de la pleine lune, du jasmin séché, de la lavande, des bâtons de cannelle par exemple. Et en général, utiliser des produits éco-responsables, recyclés pour les matériaux de stockage ou de travail, de haute qualité si la potion doit être consommée ou utilisée dans un cadre de guérison. Veillez aux dates de péremption. Veillez à stocker les herbes et autres matières hors de l'humidité et de la lumière. Ensuite, les cristaux. Il me reste plus beaucoup de temps, je vais me dépêcher. Donc, comment utiliser les cristaux pour la fabrication de potions ? Eh bien, de nombreuses potions, moi j'adore mêler la puissance énergétique tellurique des cristaux pour renforcer l'intention et le pouvoir des potions. Donc, on plonge un cristal dans la potion pour imprégner le liquide des propriétés magiques du cristal. Alors, faut tenir encore une fois compte d'éléments. Hein. Donc, certains cristaux déjà se dissolvent dans l'eau, dans le liquide, ou deviennent toxiques au contact de l'eau. D'autres vont s'endommager à cause de certains ingrédients, comme le sel. Hein. Donc, renseignez-vous bien sur le cristal que vous comptez utiliser avant de préparer votre potion, afin d'éviter tout risque pour votre santé ou le cristal lui-même. Si vous mettez un cristal dans votre potion, évitez de mettre du sel. Les cristaux de quartz clair ou coloré sont sans danger pour la préparation de potions. Donc, vous pouvez utiliser du quartz clair pour amplifier l'intention de la potion. Vous pouvez utiliser de l'améthyste, qui reste une variété de quartz, pour favoriser, par exemple, l'éveil des facultés psychiques. De la citrine, qui est du quartz jaune, qui est idéal pour les potions de succès, d'abondance. Le quartz rose, qui est parfait pour les potions d'amour. Et quand vous ajoutez un cristal à votre potion, tenez compte de la température du liquide. Parce que de nombreux cristaux, même les plus résistants, peuvent se fissurer s'ils sont immergés dans un liquide très chaud ou très froid. Donc attendez que le liquide soit à température ambiante avant d'ajouter le cristal.
Donc sinon, vous réchauffez ou vous refroidissez le liquide progressivement après l'avoir ajouté. Et bien sûr, assurez-vous que le cristal est pur, hein, qu'il a été nettoyé énergétiquement et physiquement avant d'utiliser dans une potion que vous prévoyez de boire. Ensuite, deuxième étape, oh là, j'aurai jamais le temps, je vais me dépêcher. Donc, c'est préparer l'espace sacré. Une fois que vous avez tout choisi, vous allez purifier l'espace de travail, passer vos ingrédients dans une purification telle que de l'encens, ça reste très bien, hein, parce que ça, je veux dire, c'est l'élément air, puis ça passe pour tout, quoi. Donc, vous remerciez l'élément air de prêter son pouvoir à votre rituel. Vous pouvez laisser l'encens pendant toute la durée de la préparation. Il n'y a pas de souci si l'espace est suffisamment aéré, bien sûr, et s'il n'y a pas d'animal ou d'enfant à proximité. Si vous n'avez pas d'encens, vaporisez simplement de l'eau de rose dans votre espace. Parce que l'eau de rose est extrêmement puissante et efficace pour vibratoirement remonter toutes les énergies. Ensuite, on va préparer le liquide de base, c'est la troisième étape. Donc, on verse le liquide de base dans le chaudron. On formule l'intention. Donc, les intentions les plus puissantes sont formulées à la première personne et au présent. Donc, par exemple, cette potion ouvre mon cœur, mon esprit et mon âme au monde spirituel. Voilà. Après avoir formulé l'intention à voix haute ou mentalement, on allume la source de chaleur sous le chaudron pour chauffer le liquide. Ensuite, on va charger, combiner, mélanger les ingrédients. Donc, chaque élément doit être mis un par un. Visualisez la scène du résultat que vous voulez obtenir avec chaque ingrédient. Donc, vous l'imaginez, puis ensuite, vous visualisez, puis vous posez l'ingrédient dans le chaudron. Vous faites ça pour chaque ingrédient. Ensuite, après avoir ajouté tous les ingrédients, on remue la potion avec l'atamé. Dans le sens des aiguilles d'une montre, si on propose une potion à l'énergie projective, comme la manifestation à croisement en formulation de souhait, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour les potions à l'énergie réciproque, la libération, bannissement, appel, voilà. Et si votre intention ne correspond à aucune de ces catégories, vous remuez intuitivement dans le sens qui vous semble juste. Et puis, il y a aussi le nombre de fois où on remue, hein. Donc, par exemple, le 13 est un chiffre très puissant en sorcellerie, mais vous pouvez utiliser n'importe quel chiffre. L'étape 5, on va filtrer la potion. Hein, voilà. Donc, après, vous réutilisez les herbes, vous les faites sécher comme vous voulez, vous les jetez. Ensuite, on va utiliser la potion pour terminer. Donc, vous pouvez la boire en visualisant l'intention, la servir à vos amis sorciers pendant la cérémonie. Vous pouvez l'utiliser pour oindre les bougies, ce que j'ai dit tout à l'heure, les bougies, l'ajouter à des produits pour la maison. La vaporiser, hein, la pulvériser suivant l'intention que vous avez fait, l'ajouter à l'eau de bain, au bain rituel, utiliser comme potion de divination, parce que ça, on peut aussi faire de la divination avec ça. Vous lavez les mains avec, enfin bref, voilà, avant de faire d'autres types de magie, etc. Et ensuite, on va conserver la potion soit au frais suivant voilà, mais toujours dans un endroit sans lumière, sans humidité. Essayez de ne pas la conserver plus d'une semaine. Voilà, donc en suivant tous ces conseils, vous pouvez créer des potions pour tous les types de magie que vous voulez pratiquer. Si vous débutez en potion, commencez par des recettes simples, hein. Préparez une potion avec 1 ou 2 ingrédients. Une potion de cristal en faisant tremper un cristal de quartz dans de l'eau filtrée, par exemple. Et puis, une fois familiarisé avec les différents ingrédients, expérimentez des concoctions plus complexes. Donc, soyez prudents, attentifs aux ingrédients que vous utilisez et surtout, notez toujours au fur et à mesure tous les résultats, toutes vos préparations dans un journal ou un grimoire réservé à cela et réajustez vos recettes en conséquence. Voilà, j'ai fini juste à temps, Alina. Oui, je vois ça. Hein. Je me suis speedée, mais bon, de toute façon, j'ai le PDF parce que j'ai zappé certaines... voilà. Donc, je serais très heureuse de mettre à disposition le PDF. Enfin, là, il n'est pas prêt. Oui, mais c'est adorable. Je vais le faire parce que là, j'ai mis que les mots-clés. Mais c'est pas grave, je vais le rédiger tout à l'heure. Il sera à disposition des auditeurs
dès cet après-midi, dès ce soir plutôt, parce que j'ai des choses à faire aussi. Donc dès ce soir, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail si vous le voulez. Oui. On a toujours. Vous aurez le truc complet parce que j'ai été obligée d'abréger. Voilà. D'accord. Il y a toujours le mail qui est actif, hein, donc yabioum@radiofantasia.fr. Sinon, tu as ton mail aussi. Oui, mais là, celui-là fonctionne très bien. Sinon, mon mail, il est sur mon site. Il est un peu compliqué à. Voilà, j'ai déjà une auditrice qui vient de m'envoyer, tu vois, donc ça marche très bien. Aude, elle vient de m'envoyer. Elle m'a déjà envoyé. Elle me l'a déjà demandé la semaine dernière. Donc, Aude, il faut que tu sois un peu patiente parce que là, je suis encore à l'antenne. Et il faut que je rédige les PDF parce qu'il va y en avoir 2. Donc ce soir, pas avant ce soir. Mais ça, il n'y a pas de souci. Donc sinon, mon mail, Réaction, hein, Yabioum, attention, hein, tu le dis, ça y est. Hein. Les enchanteurs Yabioum sont au taquet. Il y a du monde ce matin sur le chat, hein, Yabioum, vraiment. Il y a beaucoup de monde et tout le monde est super heureux de t'entendre, vraiment. Non, c'est gentil. C'est passionnant. C'est gentil. Sinon, je vous conseille plutôt d'aller voir mon Linktree là, voilà. Faudra que je te donne le Linktree pour que tu le mettes sur. Comme ça, il y aura tous les liens. Parce qu'en fait, c'est plus simple. Et sur mon site, parce que il est compliqué mon mail. Hein, c'est contact.yabioumravenroute@yahoo.com. Donc c'est un peu long et difficile à se rappeler. Donc c'est pour ça que de toute façon celui de Radio Fantasia ramène à cette adresse mail. Et sinon vous pouvez le trouver mon Linktree sur mon Facebook, surtout sur Instagram, partout. Je me suis également permise de partager le livre que tu as sorti il y a quelques temps maintenant, en 2022, le manuel pratique de la sorcière moderne. Donc pour les enchanteurs qui ne connaissent pas Yabioum encore. Ah oui, celui qui a été publié chez Exergue, oui. Tout à fait. Donc voilà, comme ça, les enchanteurs qui découvrent Yabioum sont au courant de ce que tu fais. C'est gentil, merci ma belle. On va faire une petite pause musicale, pas très longue, hein, juste plaisir. 1 minute. Et puis on se retrouve 1 minute 30. Ah, 1 minute seulement. Oui. Bon. Ok, j'ai le temps d'aller me resservir un café. Oui. à tout de suite. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Donc c'était court et intense, mais c'était merveilleux parce que là on est dans l'univers et l'ambiance des contes avec Yabioum. Hein. Rebonjour. Rebonjour. Me revoilà. Alors, avant que tu débutes cette deuxième partie, Yabioum, il y a un message magnifique de Lysia sur le chat. Oui, bonjour Lysia. Qui nous dit « Je découvre Yabioum et comment dire, waouh, cette chronique m'a captivée. » Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je suis très touchée, Lysia. Merci. N'hésite pas à m'envoyer un mail. Je t'enverrai les PDF. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Donc là, on ouvre les portes autour des contes de fées et pas des moindres. Oui, alors je voulais faire ça parce que c'est quand même un truc qui est assez récurrent, parce que les sorcières dans les contes de fées, elles sont quand même prédominantes. Et puis comment dire, je trouve que c'est important de parler de ça parce que ce sont des choses qui ont bercé notre enfance et qui sont là depuis des siècles. Les contes de fées, voilà, c'est pas nouveau. Et je voudrais commencer cette chronique donc que j'ai. Ce sont les divers visages des sorcières des contes de Grimm. Alors j'ai choisi Grimm parce que Grimm, voilà, ils ont en plus. Ils sont un peu différents des autres auteurs de contes. J'aurais commencé cette chronique par une citation qui est extraite de la thèse de Mary Sullivan et que je trouve très pertinente. Donc je vous dis ce qu'elle a écrit. Bien qu'au départ, donc ils, les auteurs des contes, aient déployé un imaginaire régional, quelques-uns de ces contes font aujourd'hui partie d'un imaginaire plus large et leurs sorcières, telles que la méchante reine dans le conte Blanche-Neige des frères Grimm, se sont transformées en références culturelles internationaux. Et ça, c'est tellement vrai qu'en fait, on voit que suite à cette version dans les contes de fées qu'ont les sorcières, c'est devenu, je veux dire, des modèles de référence, malheureusement. Donc les sorcières de contes de fées, on le sait, sont des personnages récurrents, fascinants, parfois effrayants, souvent même, et omniprésents dans notre société contemporaine. Quand on évoque le nom sorcière,
Alors, je parle pour le commun des mortels, je ne parle pas pour nous, hein, pas pour notre communauté, bien sûr. Mais quand on évoque le mot de sorcière, cela fait surgir bien plus souvent l'image de la vieille mégère des livres d'enfants que tout autre, même plus nuancé. Et Jack Zeitz, qui est spécialiste des contes de fées, a dit quelque chose, je vous le cite. Nous utilisons le mot sorcière, entre guillemets, naturellement dans tous les pays occidentaux, comme si nous savions ce qu'est une sorcière. Alors pourtant, la sorcière de nos contes les plus connus et les plus appréciés est une figure bien plus complexe que la vieille femme qu'on caricature, là, avec la verrue, le rire, machin. Et quoi qu'il en soit, cette sorcière reste un des personnages les plus importants des contes. Et je tiens à placer un petit mot magique, une astuce magique aussi, tiens, j'en profite dans cette chronique. J'en profite par rapport à la vision de la sorcière qui a été créée à travers ces contes de fées. C'est que bien souvent, on voit ces figurines de sorcières en vente, hein, vous savez, pour l'Halloween ou pour voilà, avec ces nez crochus, ces machins, ces trucs. La verrue sur le nez, blablabla. Ouais. Voilà. Donc, évitez, vous, sorciers, sorcières qui nous écoutez, évitez de mettre chez vous ce genre de figurines. Si vous voulez mettre des figurines de sorcières chez vous, choisissez-en de belles. Il y en a plein de belles sorcières en figurines. Ne prenez pas, s'il vous plaît, les vieilles moches et dentées, parce que vu que cela vous représente, ça risque de vous arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ce sur quoi on porte l'attention, vous le savez, la loi d'attraction, elle existe vraiment, c'est pas un char. Et vous risquez d'avoir plus une vie beaucoup moins simple en ayant chez vous cette représentation de sorcière qui est votre état, puisque voilà, nous sommes sorciers, sorcières, hein, je pense, tous ceux qui écoutent ici, et d'autres plus larges qui écouteront cette chronique après. Mais surtout, ne faites pas ça, parce que en faisant ça, vous dites, ah bah, je suis une sorcière, je mets des sorcières chez moi, ça me porte bonheur. Bah non, pas celle-là, hein. Parce que si vous avez envie de ressembler à ça, ça vous regarde. Moi, pas trop, hein. Oui, parce qu'elles ont une vision négative, en fait, en réalité. Exactement. Ça va vous renvoyer toujours cette vision négative de la sorcière. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous attirez toujours davantage de choses négatives liées à cette image. Donc, c'est très important. Bon, je passe parce que sinon, j'aurais pas fini. Donc, mais je tenais à le dire, hein, parce que c'est quand même super important. Alors, dans cette chronique, on va explorer très rapidement les diverses images de la sorcière des contes de Grimm, principalement. Mais évidemment, cela vaut également pour les sorcières de Perrault, etc. Hein, autres auteurs de contes, on est bien d'accord. Donc, on voit clairement que la sorcière peut avoir dans ses histoires de multiples facettes. Elle peut passer de mère à monstre, d'allié à héroïne également. Toujours est-il que c'est trop et beaucoup trop souvent l'image la plus dangereuse qui reste gravée dans les esprits, et que la période de la chasse aux sorcières a grandement inspiré également ces images négatives. Pourtant, les sorcières qui apparaissent dans le folklore, alors que ce soit les contes de fées, les légendes ou autres récits populaires, sont souvent profondément ambiguës, et on est d'accord pour dire qu'elles sont rarement purement bonnes ou purement mauvaise, puisque dans l'univers, de toute façon, rien n'est parfait, rien n'est complètement noir, rien n'est complètement blanc. Elles ne font pas exception à la règle. Si par exemple, on prend l'exemple de Baba Yaga, la sorcière russe, dans certains contes, dans certaines versions de ce conte, parce qu'il y en a, hein, elle va être un monstre absolument maléfique. Et puis, vous allez lire d'autres versions de Baba Yaga où elle est le seul espoir, finalement, du personnage principal. Donc en fait, cette sorcière Baba Yaga n'est pas seulement une sorcière dangereuse, elle est aussi une bienfaitrice matérielle. Les sorcières sont des êtres liminaux, après tout, hein, ce sont des créatures de transition et de devenir, et elles résistent malgré tout aux dichotomies simplistes. Hein. Il faut comprendre aussi que certaines personnes donc qui vont lire une version du conte, si certaines personnes vont lire une version du conte de Baba Yaga dans laquelle elle est ce monstre terrifiant,
Et d'autres qui, elles vont considérer cette sorcière comme mauvaise. D'autres vont lire la version où elle est, voilà, beaucoup plus sympathique, on va dire, beaucoup plus bienfaisante, vont dire, bah non, moi, Baba Yaga, je la trouve, enfin, elle est bien, quoi. Et forcément, ça crée des confusions et voilà. Donc, ce qui prouve bien qu'en fait, on va en reparler après. C'est vrai que ça dépend vraiment de la façon aussi dont le conte a été écrit, des versions qu'on lit et tout ça. Mais les sorcières de conte entretiennent de toute façon ce qui reste général et ce qu'on note et ce qui est aussi ce qu'on retrouve dans le monde humain, dans les sorcières incarnées, c'est que ces sorcières de conte qui nous ressemblent finalement, entretiennent fréquemment des liens étroits avec le monde naturel, ça ressort dans tous les contes. Elles sont associées soit à la guérison et au savoir, aussi bien qu'à la magie noire, mais dans ces deux cas, la sorcellerie est avant tout une question de pouvoir. Les sorcières du folklore invitent au changement et catalysent la transformation. Elles sont devenues quelque part, depuis notre enfance, sans qu'on s'en rende compte, mais nos références. Donc, il faut quand même essayer toujours de voir en elles le côté effectivement monstrueux qu'elles peuvent avoir, mais dans ces cas-là, on en tire les bonnes leçons et on se dit non, je ne veux pas devenir comme ça. Ou alors on voit en elles vraiment le côté derrière qui a fait qu'elles sont devenues mauvaises. Et ça, je fais l'aparté aussi. Ce que je trouve merveilleux, donc ça n'a rien à voir avec Grimm, mais chez Disney, c'est qu'ils ont réhabilité beaucoup de sorcières maléfiques, comme Maléfique, comme Cruella, par exemple, en montrant pourquoi elles étaient devenues. Elles étaient tombées du côté obscur et pourquoi finalement elles sont pas si mauvaises que ça. Je trouve que c'est bien parce qu'au final, ces sorcières, pourquoi elles sont mauvaises, peut-être qu'elles ont eu, elles aussi, de bonnes raisons de devenir comme ça. Et donc, pour en revenir à ma chronique, je m'égare toujours, je suis désolée, mais vous commencez à me connaître, donc je reviens. Donc, en 1812, les frères Jacob et Wilhelm Grimm vont publier une première édition de leur conte de l'enfance et du foyer. Alors, bien qu'ils aient remanié ces contes à de nombreuses reprises au cours des 40 années suivantes, leurs récits vont toujours être peuplés de sorcières ou de figures similaires. Des méchantes fées, des gentilles fées, des ogres, voilà. Ça fait partie du monde magique des bons et des méchants. Et si on l'admet volontiers que Jacob et Wilhelm Grimm eux-mêmes ne partageaient pas la conception actuelle beaucoup plus large de ce que peuvent représenter les sorcières, il y a quand même quelques exemples de rôles variés et fascinants qu'elles incarnent dans leur recueil. Donc, on va retrouver principalement la sorcière monstrueuse. C'est vraiment celle qu'on trouve le plus souvent, qu'on va retrouver dans les contes de Grimm, mais aussi dans les autres. Donc cette sorcière de contes de fées qui vient presque certainement à l'esprit en premier au commun des mortels, quand on parle de sorcière, c'est la sorcière monstrueuse. Celle, la créature au nez crochu, au rire sardonique, les ongles longs et crochus, le véritable cauchemar des forêts hantées, des enfants qui sont enlevés, des poupées d'Halloween. Ce sont les plus terrifiantes. C'est la sorcière cannibale du célèbre conte des frères Grimm, Hansel et Gretel, qui va construire sa maison de gâteaux de sucre pour attirer les enfants affamés dans ses griffes. Et elle est incontestablement un monstre. Et il faut remettre ça dans le contexte de cette époque. On retrouve toujours bien sûr des corrélations, parce que là elle va représenter dans le contexte de l'époque, elle est l'incarnation en fait de la faim insatiable dans ce monde, dans cette époque où la famine, il faut se le rappeler, était une réalité bien trop concrète, où des gens mouraient de faim. Et donc forcément, elle trouve sa place dans ce monde de l'époque qui était très dur et très... Alors, bien que cette sorcière d'Hansel et Gretel soit irrémédiablement perdue, puisqu'on parle de cannibalisme quand même, il est important de noter que monstre ne signifie pas forcément mauvais, parce que la monstruosité est souvent attribuée
à quiconque remet en question l'ordre social ou perturbe les normes établies. Une sorcière considérée comme monstrueuse peut être certes violente ou cruelle, mais elle peut être tout au fond d'elle bienveillante ou neutre, parce que je veux dire, elle n'est pas devenue comme ça, comme on le dit, pour rien. Et puis, il faut savoir que, comme je le disais précédemment, ces monstres dans les contes pouvaient représenter des situations, des périodes, des choses, voilà. Cette sorcière, cette famine, donc que représente la sorcière d'Hansel et Gretel, qui dévore les humains, qui les tue. Voilà, c'est très significatif de cette époque. Il y a plein de contes qui en fait, les auteurs de contes ont retranscrit ce que vivaient les gens à l'époque sous forme de personnages, quoi. Et donc, la monstruosité ne tient en plus pas forcément des actes ou du caractère de ces personnages, de cette personne perçue comme monstrueuse, mais aussi plutôt dans la façon où les autres l'aperçoivent, où les autres peuvent l'analyser. Par exemple, dans Mère Hall, qui est un autre conte des frères Grimm, hein, que j'aime bien, la sorcière, bon voilà, elle est moche, hein, elle est effrayante, elle est terrifiante au premier abord, mais au final, c'est une figure bienveillante et qui récompense tous ceux qui viennent l'aider. Donc on se rend compte que bon, là aussi il y a une morale derrière, quoi. Alors ensuite, je vais passer à la sorcière en tant que mère. Alors bon, faut bien dire que les parents sont rarement des figures positives hein, dans les contes de fées, quand ils sont encore en vie notamment. Hein. Ils sont souvent négligents, ils sont souvent malveillants et carrément meurtriers hein, parfois. Hein. Bon, ils considèrent leurs rejetons comme des choses utiles ou pas. Ils n'hésitent pas à les battre, à les chasser, à s'en débarrasser radicalement, même s'ils les encombrent ou leur coûtent un peu trop cher en nourriture. Hein. Et les contes des frères Grimm mettent en scène certaines aussi réalités de cette époque, de cette vie. Si on remonte à l'époque victorienne, voilà, hein, on est complètement dedans. Hein. Les enfants étaient traités comme des esclaves, voilà, enfin c'était assez monstrueux. Hein. Voilà. Et les contes des frères Grimm mettent donc en scène de nombreuses mères sorcières terribles. Je parlais au début de la citation là, de la belle-mère de Blanche-Neige, versée dans certains arts magiques qui tentent d'empoisonner sa belle-fille. Voilà, alors on maquille ça sous la forme de belle-mère, hein, pour pas dire mère, parce que bon, voilà, dans la réalité, voilà, elle pourrait, vu qu'elle prend la place de sa maman, elle pourrait très bien être sa maman. La sorcière de réponse aussi, qui prend cet enfant en guise de paiement pour les légumes volés dans son jardin, rend aveugle le prince de réponse et la chasse seule et enceinte de nature. Au départ, elle aime cet enfant. Elle est une mère bienveillante envers réponse. Elle l'aime quelque part au fond d'elle-même. Sinon, elle ne réagirait pas comme ça plus tard parce qu'elle la perd. Elle risque de la perdre. Elle devient atroce parce qu'elle va perdre réponse. Et on parle ou pas du père de Petit Pousset, hein, qui va perdre ses enfants dans la forêt. Enfin bon, bref, etc. Il y en a vraiment beaucoup d'exemples. Hein. Mais cependant, on peut aussi trouver dans ce recueil de contes des représentations positives, heureusement, de la maternité sorcière. Hein. Dans La gardienne d'Oie au puits, par exemple, il y a une sorcière qui endosse le rôle maternel avec une protection farouche, une grande compassion. Elle va guider la jeune princesse dont elle a la charge et l'aide à améliorer sa vie. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les contes de fées, la marraine fée est une sorcière, elle aussi, et qu'elle est là considérée comme une figure maternelle bienveillante. Alors, il faut noter que avec les frères Grimm, et c'est quand même important de le signaler, l'accent va être davantage mis sur le désir de transmettre un savoir et un patrimoine ancien. Ça prédomine plus que l'enseignement d'une morale, par exemple comme le faisait Perrault. Elle est quand même là, la morale. Mais chez les frères Grimm, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont transmettre
vraiment ce qui se passait à leur époque. Il y a quelque chose qui est transmis. Alors que Perrault, non, c'est plus que de la morale. Oui, c'est ça aussi la différence, et c'est pour ça que j'aime les contes de Grimm, parce que ils transmettent aussi des situations. Ils ont retranscrit des situations, voilà, mais aussi des culturels, des trucs culturels. On va le voir dans certains contes, comme là, la sorcière, si elle est considérée comme une aide, par exemple, les sorcières peuvent offrir aide et conseils aussi souvent que nuire ou entraver. Et un exemple fascinant, comme figure bienveillante, se trouve dans le conte très peu connu d'ailleurs des frères Grimm, Les Trois Fileuses. Et là, on fait écho au bien plus célèbre Rumpelstiltskin, ok, mais rappelons-nous que les frères Grimm sont allemands et que les Trois Fileuses sont aussi un petit clin d'œil aux trois nornes de la tradition nordique, donc scandinave, germanique. Urd, Verdandi et Skuld, qui tissent les fils du destin et prennent soin de l'arbre du monde. On retrouve un clin d'œil à leur culture spirituelle dans ce conte aussi. Donc, dans les trois fileuses, donc ces trois femmes étranges aux allures de sorcières, elles vont venir en aide à une jeune fille paresseuse qui déteste filer. Au lieu d'exiger des bijoux et le premier-né en guise de paiement, elle demande seulement à être invitée à son mariage et à appeler ses tantes. Et là, au lieu de briser la famille, comme le ferait Rumpelstiltskin, les fileuses vont contribuer à renforcer les liens communautaires. Donc finalement, elles font même en sorte qu'elle n'ait plus jamais à filer en persuadant son nouveau mari que c'est le filage qui les a rendues elles-mêmes très laides, bien que bon, elles soient pas laides en réalité, mais voilà. Et donc, s'il veut pas que sa femme devienne comme ça, faut pas qu'elle file. Enfin bon, faut lire le conte. Je sais pas si vous le connaissez, mais bon. Et puis, on va aussi avoir la sorcière comme amoureuse, comme amante. Par exemple, au premier abord, Frau Trude pourrait sembler être une histoire d'une énième sorcière monstrueuse. Après tout, il s'agit apparemment d'un conte moralisateur qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va partir à la recherche d'une sorcière, et celui-là est très particulier comme conte quand même, qui est transformée en bûche et brûlée vive par cette dernière pour la punir. Cependant, il y a une folkloriste, Kate Turner, qui a analysé ce conte et qui a fait ressortir la chose et c'est vraiment très pertinent, que ce conte pouvait être plutôt interprété comme celui où la jeune fille va rechercher Frau Trude, et on le sent dans le conte, parce qu'elle se sent irrésistiblement attirée par elle. Un sentiment que la sorcière l'attend. Et cette sorcière qui l'attend partage ce sentiment des âmes sœurs. Dans cette perspective, la transformation de la jeune fille en feu est une métaphore de son éveil sexuel, de ses flammes de passion. Et le conte devient alors une histoire d'amour entre deux femmes marginalisées et qui vont se trouver. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses quand même dans les contes qui sont quelque part dissimulées, mais qui sont, quand on lit entre les lignes, assez, parfois même émouvantes, quoi, bousculantes, tu vois, surtout pour l'époque. Et enfin, bien sûr, on a la sorcière en tant que princesse, et je vais terminer par ça. Alors, si une sorcière peut incarner tant de rôles traditionnellement dévolus aux femmes dans les contes de Grimm, la question se pose, une sorcière peut-elle être aussi une princesse ? On pense que oui, parce que dans le conte Toutes sortes de fourrures, la princesse protagoniste va présenter des caractéristiques typiques d'une sorcière à un moment donné. Elle est même qualifiée de sorcière, alors que c'est une princesse. Elle n'a pas peur d'être laide, voire asexuée, vêtue de fourrure et tout, mais elle maîtrise des arts associés à la sorcellerie, comme la cuisine magique, par exemple. Elle parvient, on ne sait comment, à ranger 3 robes de bal somptueuses et 3 objets en or dans une seule petite coquille. Bien que nous ne souscrivions pas à l'idée simpliste selon laquelle les princesses de contes de fées sont également passives, la princesse de cette histoire évolue dans son récit avec une versatilité et une ambiguïté, je dirais, qui suggèrent une parenté quand même avec la sorcière. Après tout, elle est largement responsable de ses propres transformations. Ainsi, oui, nous affirmons que les sorcières peuvent aussi être des princesses. Donc, je vais conclure que les sorcières des contes de Grimm occupent des rôles bien plus diversifiés
qu'on ne le croit généralement. Tour à tour dangereuse, bienveillante, hideuse, belle, marginale, sociable. Elles sont souvent au cœur de leur récit, nous rappelant à quel point les contes de fées ne sont jamais aussi simples qu'ils n'y paraissent. Je termine. Voilà. Totalement bien dit, ma très chère Yabi. Eh ben, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Tout le monde te fait plein de bisous, il y a eu plein d'échanges. On passera tout ça, ma très chère Gabi. On te retrouve donc en février. C'est ça. Ah ah. Alors, est-ce que tu sais déjà ou ça va être surprise? Attends, oui, je crois que si tu as 2 minutes. Bien sûr. Je te dis ça, je recherche mon dossier. Je crois que j'ai déjà une petite idée. Toc toc, voilà mes chroniques radio. Le 8 février, mes très chers enchanteurs. Oui, je vais vous parler d'Isabelle Gowi, c'est ça. Isabelle Gowi, waouh! Oui, qui est une sorcière, ça va te plaire parce que c'est une sorcière écossaise. Oh, magnifique! Voilà. Qui a vécu, voilà. Ouais, ok. Ah bah ça va être top. Merveilleux. Voilà. Ma petite chérie, on t'embrasse bien fort Oui, et encore je vous merci. embrasse tous très bien fort. Encore une fois, tous mes voeux. Et puis, tout plein de bonnes choses. Et puis, à tout bientôt. Gros bisous, Une très ma belle chérie. journée.